Informer et former, c'est notre priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Priorité aux informations liées à l'Église adventiste du 7e jour, mais avant tout, l'éditorial de ces jours qui est consacré à la position de l'Église adventiste du 7e jour sur la consommation du tabac. L'Église adventiste du 7e jour déconseille fortement la consommation du tabac. Elle considère que les tabacs, en raison de ses effets nocifs sur la santé et de son caractère addictif, ne correspond pas aux principes bibliques qui invitent à prendre soin du corps. Les adventistes, le corps humain est un don de Dieu et doit être entretenu avec responsabilité. La Bible déclare dans ses écrits, votre corps est donc les temples du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez pas vous-même. Dans cette perspective, fumer ou consommer du tabac est considéré comme une pratique incompatible avec le respect de la santé ainsi que de la sainte doctrine et de la vie que Dieu a confiée à chaque personne. L'Église encourage donc ses membres à s'abstenir du tabac et à accompagner ceux qui souhaitent s'en libérer. Cette position s'inscrit dans une vision plus large de la santé fondée sur une vie équilibrée, la maîtrise de soi et la recherche du bien-être physique, mental et spirituel. Restons toujours dans les contextes de ce qui est lié à l'Église. Rendons-nous au Kenya du 18 au 23 août 2026 à Nairobi, au Kenya, a accueilli le sommet régional réunissant plus de 100 créateurs de contenus, influenceurs et ingénieurs en nouvelles technologies venus de plusieurs pays d'Afrique centrale et orientale. A l'objectif de renforcer leurs capacités et de mettre en place une chaîne de coordination numérique en prélude au grand événement à venir One Voice 27 ou Une Voix 2027. Notre correspondant à Nairobi, au Kenya, Dan Ulunga revient ici sur la vision et les dangers de ces sommets avec le pasteur Célestin Goudier, directeur de la communication de l'Église adventiste à l'ouest de la République démocratique du Congo. Suivez. Plus de 160 créateurs de contenu venus de différents pays de l'Afrique centre-est se sont réunis à Nairobi, au Kenya, siège de la représentation sous-régionale de l'Église adventiste du 7e jour. L'objectif, c'était de réunir tous les créateurs de contenu, les Haïti et les influenceurs en prélude de cette grande activité qui est One Voice 27. Alors, dès l'entame, le trésorier de l'Église, le pasteur Johannes Olana, a exhorté tous ces participants autour de Ésaïe chapitre 58 verset 1er. L'idéal, c'était de les rappeler qu'ils doivent porter une trompette. Cette trompette ne doit pas véhiculer n'importe quel message, mais un message sacré, un message christocentrique pour ramener plusieurs brebis au Seigneur Jésus-Christ. À la clôture, il a réitéré le même appel, cette fois-ci en comparant les créateurs de contenu, les influenceurs, à l'image de Pierre. Donc chacun devrait céder sa barque. La barque peut être ton téléphone, ta plateforme numérique,
numérique. La barque peut être ton TikTok, ton outil informatique. L'idéal, c'est de propager le message divin, transformer ta plateforme numérique à une chaire pour prêcher la bonne nouvelle, et ce sera l'idéal pour cette grande activité qui est One Voice 27. Alors, l'Union du Congo de l'Ouest comprenait la représentation comprenait la représentation de l'Église dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, a amené 8 personnes, une délégation composée de 8 personnes. Alors, ces personnes ont pour mission, dès leur retour à Kinshasa, de travailler avec de points focaux, de travailler avec les directeurs de communication des différentes églises locales dans le but de le mettre dans le bain de cette grande activité essentiellement numérique. L'Église est en train de s'émouvoir en quittant l'évangélisation traditionnelle que nous avions, c'est-à-dire le porte-à-porte, l'évangélisation physique en rencontrant des personnes sur le plan physique, pour aller vers le numérique. Pourquoi? Parce que actuellement, avec les nouvelles technologies de l'information et des communications, beaucoup de gens se trouvent être présents sur l'Internet à travers les réseaux sociaux et les autres technologies qui sont disponibles. Alors l'Église veut suivre les gens à ces niveaux pour leur amener la bonne nouvelle. Mais pour cela, il faut tout à fait se préparer, parce que l'évangélisation, c'est une grande activité, un grand mouvement, un grand programme. Il faut également préparer donc des personnes qui peuvent faire en sorte que l'Église puisse aller sur le numérique et apporter la bonne nouvelle. C'est comme ça que on a recruté un certain nombre de personnes influenceuses, et puis on a pris des responsables pour les former, les équiper, comment ils peuvent aider la mission à pouvoir amener l'espérance sur le numérique. Non seulement on les a formés, mais également on les a formés comme des formateurs des formateurs. C'est-à-dire que ce qu'ils ont reçu, lorsque nous allons rentrer maintenant dans notre pays, nous allons devoir maintenant organiser aussi le même format de formation que nous avons connu ici, pour restituer auprès d'autres personnes aussi à notre niveau, parce que nous voulons élargir maintenant le cercle pour atteindre le plus grand nombre possible au niveau de notre union et de nos associations, et permettre que tous les membres puissent être mieux informés et mieux équipés à faire l'évangélisation numérique dans le cadre de cette initiative Une Voix 2027. Retour en République démocratique du Congo, rendons-nous cette fois-ci en province, où plus de 185 jeunes adventistes prennent part du 22 au 29 août 2026 à un camp de formation organisé sur les sites de l'Université adventiste de Kananga. Cette rencontre vise à renforcer leurs connaissances bibliques et sociales, tout en développant leurs capacités du leadership, ainsi que les aînés, ambassadeurs, chefs guides, explorateurs et aînés aventuriers adventistes. Différents clubs de la jeunesse adventiste participent à cette semaine d'encadrement placée sous la direction de l'ancien Philippe Luboula, directeur du département de la jeunesse et de la musique au Kasaï. 85 jeunes adventistes venus de différents districts de l'association du Kasaï Centre prennent part depuis ce dimanche 22 août 2026 à un camp de formation organisé par le département de la jeunesse et de la musique sous la direction de l'ancien Philippe Luboula. Le coup d'envoi de ces rassemblements d'une semaine a été donné sur les sites de l'Université adventiste de Kananga, Yaka en cycle, qui accueille les campeurs, par le chef Renard Malin, ancien Philippe Luboula, agissant au nom du président de l'association du Kasaï Centre. Ces camps réunis de jeunes de différentes classes, notamment les aînés, les ambassadeurs, les chefs guides totémisés et investis, les explorateurs ainsi que les aventuriers. Ils visent à renforcer leur connaissances bibliques et sociales tout en développant leur leadership afin de mieux préparer leur avenir et leurs responsabilités dans la communauté. La première journée de formation a été consacrée aux réunions et cérémonies JIA sous la conduite du chef Renard Malin. Elle s'est poursuivie avec l'intervention du chef Okapi Fidèle Clément Kangodi, responsable du département de la jeunesse et de la musique de l'association du Kasaï oriental en Bujumaï, axé sur les valeurs de
des chefs guides. À l'ouverture, l'ancien Philippe Luboula a invité les retardataires à se mobiliser pour rejoindre les activités du camp. Ce camp a un grand thème, jeunesse, intégrée, enracinée dans la Bible pour la mission. Nous avons l'objectif de former les jeunes pour qu'ils soient de bons lecteurs de la Bible et qu'ils soient engagés dans la mission, parce que c'est la première mission que Dieu a donnée à son Église. C'est la raison d'être même de l'Église. Nous sommes très contents parce que c'est un camp qui est différent des autres par rapport aux matières et aux formateurs que nous allons recevoir. Comme aujourd'hui, nous avons reçu les directeurs de la jeunesse de l'association du Kasaï-Est au niveau de notre union sœur de Congo-Est, l'union de Lubumbashi. Il a formé les jeunes et tout le monde était très content. Par la grâce de Dieu, nous allons recevoir les serviteurs de Dieu, les directeurs de la jeunesse au niveau de notre union. C'est pourquoi nous lançons un message pathétique à tous les jeunes qui restent encore de se précipiter, parce que après-demain, nous risquons de fermer nos portes. Prévu du 22 au 29 août 2026, ce camp constitue un cadre de formation, d'encadrement et de renforcement du leadership des jeunes adventistes de l'association du Kasaï-Centre. Et pour faire la page, on sait qui concerne toujours l'église adventiste du 7e jour, parlons toujours de ce même camp de formation. Une montée en puissance est enregistrée sous l'égide du chef Renard Malin, nom du totem de l'ancien Philippe Luboula. Pour cette deuxième journée du camp de formation, l'objectif est passé de 186 campeurs à 190 campeurs. Et nés tous de la classe de la jeunesse adventiste du 7e jour. Leur connaissance autour, ainsi ils approfondissent plutôt leur connaissance autour des hymnes de l'entrepreneuriat, de l'évangélisation personnelle, ainsi que du module de mariage pour les jours à venir. De formation de jeunes adventistes de l'association du Kasaï-Centre se poursuit à l'université adventiste de Kananga, IAKA en SIG, sous la conduite de l'ancien Philippe Luboula, chef Renard Malin. C'est mardi 24 août 2026, deuxième journée effective des enseignements. L'effectif des campeurs est passé de 185 à 190 participants. Cette édition se caractérise par une forte participation, avec notamment la présence de plusieurs pasteurs et directeurs de l'IAKA parmi les campeurs. Répartis en différentes catégories, les participants ont suivi des formations adaptées. Les aventuriers ont été formés sur les hymnes et les uniformes, tandis que les explorateurs ont abordé les uniformes de la jeunesse. Les aînés, pour leur part, ont été outillés sur l'entrepreneuriat et l'apocalypse. Un enseignement collectif consacré à l'évangélisation personnelle et à l'histoire de la jeunesse a également été dispensé par le pasteur Adolphe Kapapila. Pour la prochaine journée, les aventuriers aborderont les notions de marche et les techniques des drapeaux, alors que les explorateurs et les aînés seront formés sur la jeunesse et la doctrine. Parlons d'autre chose à présent. En dehors de nos frontières, au moins 30 personnes tuées et 20 autres blessées. Tel est le bilan de l'effondrement d'une décharge à Conakry en Guinée. Selon la source, une grande masse de déchets s'était sur les habitants situés à proximité de la décharge de Dar et Salam. Les secours poursuivent les recherches pour retrouver
encore en le gouvernement guinéen a mobilisé le moyen pour porter assistance aux victimes et promet d'évacuer les familles installées autour du site dont la fermeture était annoncée. Propos recueillis par Gypsy Kazembe. Au moins 30 personnes ont péri et 22 autres ont été blessées, dont 6 grièvement dans l'éboulement survenu dans la nuit de samedi à dimanche à la décharge d'Ar es Salam dans la commune de Gbessia à Conakry. Le drame s'est produit à la suite de fortes pluies enregistrées dans la capitale guinéenne, provoquant l'effondrement de plusieurs habitations. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés sur le site pour rechercher d'éventuelles personnes ensevelies, secourir les victimes et dégager les corps. Les opérations mobilisent notamment les services de l'État, la Croix-Rouge et les forces de défense et de sécurité, les équipes médicales ainsi que les autorités administratives et locales avec l'appui des populations riveraines. Le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur du sinistre et superviser la mobilisation des services publics. Au nom du président Mamadi Doumbouya et du gouvernement, il a exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles endeuillées. Retour en République démocratique du Congo pour parler du conflit armé. La RDC a réaffirmé des sécurités des Nations Unies qui est celle une solution politique négociée pour mettre fin durablement au conflit en Ukraine lors de la 1200e séance tenue ce lundi 24 août 2026 à Kinshasa. La RDC a affirmé et appelé à un cessez-le-feu immédiat à la protection des populations civiles et des infrastructures essentielles ainsi que la reprise du dialogue entre les parties conformément à la Charte des Nations Unies et de droit international, une position portée par l'ambassadeur Zenon Mukongo Ngai, représentant permanent de la RDC auprès de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo remercie le Danemark d'avoir bien voulu convoquer cette séance et souhaite la bienvenue au Conseil de sécurité à son Excellence M. Lars Løkke Rasmussen, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Danemark. Nous saluons également la présence de son Excellence Mme Das Melbarde de la Lettonie à nos travaux. Ma délégation remercie enfin la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Mme Rose-Marie Di Carlo, ainsi que le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, M. Tom Fletcher, pour leurs exposés informatifs. Monsieur le Président, devant une situation sécuritaire et humanitaire aussi préoccupante que celle de l'Ukraine, la République démocratique du Congo n'a d'autre alternative que de réaffirmer la primauté du droit international et son attachement au sacro-saint principe de la Charte des Nations Unies. Il s'agit notamment du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, du non-recours à la force, ainsi que du règlement pacifique des différends. Notre conviction demeure que la paix ne peut être durablement construite par la seule logique des armes, qui, dans le cadre de la situation appelée à l'étude de ce Conseil, démontre clairement ses limites. Après plus de 4 années de guerre, la situation en Ukraine nous amène précisément à poser un constat avec lucidité. L'intensification des opérations militaires n'a pas rapproché les parties d'une issue au conflit. En effet, la multiplication des offensives et contre-offensives, le recours croissant à des moyens militaires toujours plus importants et sophistiqués n'ont permis l'instauration d'un rapport de force déterminant, encore moins l'atteinte par les parties en conflit de leurs objectifs. Au contraire, chaque nouvelle escalade a appelé une réponse et chaque réponse nourrit une nouvelle escalade avec en prime l'augmentation de son coût humain et matériel. Parlons finances en République du ministre Doudou Fouamba Libotaï met en avant la
de l'endettement public en République démocratique du Congo. Selon lui, la RDC affiche l'un des taux d'endettement le plus faible en comparaison avec plusieurs pays voisins, avec une rançon située autour de 20% de PIB, une situation qui, d'après les autorités, traduit une gestion prudente et soutenable de la dette publique. L'infrastructure que nous avons. Et c'est révoltant d'avoir cet état de choses et de ne pas prendre des mesures pour résoudre la question alors que nous avons des moyens. Nous sommes un pays qui a les taux d'endettement les moins inférieurs de beaucoup de pays qui nous entourent. Les ratios d'endettement pour les pays de la SADC, c'est entre 55 et 60% de leur PIB. La République démocratique du Congo est à 20%, même après l'émission de l'eurobond. Les services de la dette de la RDC est à moins de 10% de nos recettes internes. Les risques de taux d'échange, aujourd'hui, il est maîtrisable par la stabilité relative du cadre macroéconomique. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons constaté que nous avons des retards énormes en termes de financement des infrastructures critiques. Les infrastructures critiques, ce sont des assets économiques qui créent des externalités positives, qui apportent de la croissance, du travail pour les Congolais qui sont au chômage. Parce que dans ce pays, nous avons un problème de chômage de masse, il faut les résoudre. Pour les résoudre, il faut diversifier l'économie. Pour diversifier l'économie, il faut avoir des moyens. Qu'est-ce que nous avons fait? Premier chapitre, stabiliser les cadres macroéconomiques. Je vous ai démontré ce qui a été fait pendant 15 mois pour stabiliser les cadres macroéconomiques, casser les rythmes de formation des prix intérieures, partir d'une inflation de 22% en juin, jusqu'à une inflation de moins de 7% en septembre 2025. Avec l'action de la Banque centrale, nous sommes aujourd'hui en glissement annuel à une inflation qui tourne autour de 3%. C'est extraordinaire. Ce type d'inflation, nous les avons connus autour des années 2012 à 2014. Ça n'arrive pas tous les dimanches. C'est des efforts énormes qui ont été fournis. Après, nous avons travaillé au renforcement de notre notation. Lorsque nous arrivons, et je rappelle ici que la République démocratique du Congo a été notée autour des années 2020. Mon prédécesseur a commencé la notation souveraine avec Citibank. J'ai salué d'ailleurs notre compatriote Willy, l'actuel DG de Equity BCDC. C'est lui qui a, en ce moment-là, Willy, à cette époque, qui a aidé à ce que le pays soit conseillé et nous avons été notés. Après, mon prédécesseur est venu renforcer la note pour la faire passer des CCC vers la notation BB- avec perspective stable. Lorsque nous sommes venus, nous avons travaillé sur un certain nombre de critères et la note souveraine de la RDC a été renforcée, pas améliorée, renforcée. Des BB- chez S&P avec perspective stable à BB- avec perspective positive, ce qui nous a donné des moyens pour aller sur le marché financier internationaux. Et nous sommes allés, après un travail de longue haleine, de silence pendant 6 mois, où nous avons sillonné des différentes capitales du monde pour présenter la République démocratique du Congo qui n'est pas présente. Parlons du recrutement en République démocratique du Congo. C'est mardi 25 août 2026, lors d'un entretien, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a rappelé les règles encadrant les recrutements dans l'administration publique. Il précise qu'il est interdit d'affecter de nouvelles unités, notamment appelées dans les administrations, et que l'État ne recrute que selon les besoins réels et sur les postes budgétairement prévus. Tout besoin en personnel doit être réellement officiellement exprimé auprès de la fonction publique. Lorsqu'on recrute selon les besoins. L'État n'emploie que de personnes dont il a besoin. Il faut qu'il y ait un besoin préalablement exprimé avant de pouvoir affecter. Et encore que pour affecter, vous envoyez les besoins acquis de droit, l'arrêté d'admission sous statut est pris, on vous le renvoie et vous le notifiez maintenant aux nouvelles recrues et ils commencent le travail. Et parce que dans l'entretemps,
l'autorité attitrée aura déjà transmis leur nom à la direction de la paye pour qu'ils soient pris en charge. On introduit à gauche les NU et ces NU sont transformés par coût de régularisation en agents réguliers, entre guillemets, mais NP, non payés, du fait que lorsqu'ils avaient été recrutés, c'était sans prévision budgétaire aucune. Vous ne pouvez plus affecter un agent, vous lui donnez un grade, vous lui donnez une fonction, et puis vous renseignez sur l'acte d'affectation numéro matricule 2.NU. Ça, c'est terminé, ça. Vous le faites, eh bien, vous vous exposez à la sanction la plus forte qui soit. Et cette sanction, je la prendrai avec une main qui ne tremblera pas. Vous êtes prévenus. Il y a tolérance zéro sur cette question-là. C'est sans pardon, sans excuse. Parce que vous êtes prévenus. Ces phénomènes nous a conduit à la ruine. À la ruine. Vous réveillez un beau matin, chef de division dit, au CAI, quelque part, on te masse un peu le dos, mais ça veut dire quoi ça? Et il commence à être payé parce que c'est ton beau-frère, parce que c'est ton neveu. Ça, c'est terminé, ça. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas les droits. Parlons de l'éducation à l'ouverture d'ici mercredi 6 août 2026 des assises de la revue annuelle de performance. Madame ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a appelé à faire de cette rencontre un véritable cadre de dialogue, d'évaluation et de la prise de décision placé sous les thèmes éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen. La RAP 2026 vise à définir des priorités claires et à renforcer les engagements des acteurs et à mettre en place des mécanismes de suivi pour accélérer le progrès et améliorer durablement la performance du système éducatif congolais. Je vous souhaite la bienvenue à cette revue annuelle de performance 2026 et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Comme chaque année, la RAP vient dans le prolongement des travaux menés avec les PROVED, les IPP, les DIPROCOP. Le mardi 1er septembre, nos écoles feront leur entrée. Nous avons donc 3 jours pour tirer les leçons de 2025-2026, retenir un nombre limité de priorités et préparer concrètement l'année scolaire qui commence. À l'issue de ces assises, nous devons disposer d'un bilan synthétique des principales réformes et contre-performances de 2025-2026, des priorités clairement arrêtées pour 2026-2027, un plan d'action pour les 90 premiers jours et une matrice précisant pour chaque décision le responsable, l'échéance et l'indicateur de suivi. Une cantine n'existe pas parce qu'elle figure dans un document. Elle existe lorsqu'un enfant reçoit effectivement son repas. Il en va de même des clubs de veille citoyenne. Ils sont institués pour faire vivre la nouvelle citoyenneté dans les écoles. Ils doivent donc fonctionner réellement avec les élèves et devenir des espaces où s'apprennent la responsabilité, le respect des autres et le sens du bien commun. Enfin, pour l'enseignement à distance léger dans les zones affectées par Ebola, nous devons être prêts à l'activer dès que la situation l'exige. Les modalités pédagogiques comme les responsabilités opérationnelles doivent être suffisamment claires pour que la continuité des apprentissages ne soit pas improvisée au moment de la crise. Portée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conduite sous la coordination de Madame la Première ministre et que l'éducation améliore concrètement la vie de nos enfants et contribue au développement de notre pays. Je vous demande donc, pendant ces 3 jours, d'être rigoureux sur les faits, sobre dans le nombre de priorités et précis dans les responsabilités. Ne cherchons pas à tout résoudre pendant cette RAP,
Décidons de ce qui doit absolument avancer et assurons-nous que cela avance. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'action que je déclare officiellement ouvertes les Assises nationales de la Revue annuelle de performance édition 2026. Nous sommes... Restons toujours dans les contextes éducationnels. Les comités de suivi de la paie accélèrent le processus afin de permettre aux enseignants d'être payés avant la rentrée scolaire. Réunis ce 24 août 2026 sous la direction de Yannick Issassi, le comité a annoncé la mise en place d'un dispositif de surveillance renforcée pour identifier et résoudre rapidement les éventuels blocages au paiement. De tenir une réunion comité de suivi de la paie sur instruction des autorités de supervision, particulièrement son Excellence Monsieur le ministre des Finances qui est dans la phase de paiement, en prélude bien évidemment de la rentrée scolaire. Il était question aujourd'hui essentiellement de passer en revue, je dirais, la situation de certains arriérés de paiement qui ont été identifiés et nous avons pu mettre en place, je dirais, des dispositions ensemble avec les opérateurs de paie qui ont été représentés ici pour accélérer, je dirais, l'exécution de ces opérations-là. Et on a également profité pour passer très rapidement en revue les mécanismes qui devaient être mis en place pour accélérer l'exécution de la paie du mois d'août, au plus tard, en fait, avant la fin de la semaine, pour permettre à ce que tous les enseignants puissent accéder à leur salaire, en fait, avant la rentrée scolaire. Quittons les contextes éducatifs pour parler du service national dans la commune d'Ingaliema à Kinshasa. Le service national sous la conduite du lieutenant-général Kassongo Keb pour les opérations d'assainissement de la ville. Malgré les difficultés rencontrées, les équipes restent mobilisées et déterminées à améliorer le cadre des Ankinois. Poursuivant sans relâche sa mission d'assainissement de la ville de Kinshasa, la task force présidentielle, conduite par son coordonnateur, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, et l'ensemble de ses équipes poursuivent leurs actions avec un engagement indestructible pour des résultats concrets. Sur le terrain, les bâtisseurs joignent l'action à la pédagogie, curage des caniveaux, évacuation des immondices et assainissement des espaces publics sont mêlés simultanément afin de gagner en efficacité dans le temps comme dans l'espace. À l'immeuble Le Flamboyant, l'opération a également permis de sensibiliser les habitants, invités à participer physiquement à l'assainissement de leur environnement et à prendre conscience de l'importance de préserver des lieux de vie salubres et dignes. La descente s'est poursuivie à Delvaux, où les équipes ont donné l'exemple en procédant au déplacement des planches de bois entreposées dans les caniveaux publics. Enfin, tard dans la nuit, l'opération se poursuivit sur la route de Selembao, où des véhicules stationnés illégalement sur la voie publique ont été remorqués vers des endroits appropriés. À Kinshasa, les bâtisseurs agissent, sensibilisent et prêchent par l'exemple pour une ville plus propre et plus salubre. Et pour mettre fin à cette grande édition du journal, la task force présidentielle chargée de l'assainissement et à pied d'œuvre depuis ce lundi 24 août 2026 à 4 h du matin à l'immeuble Flamboyant dans la commune d'Ilagombe. Les constats sur place est alarmant. La fosse septique hors service depuis plusieurs jours entraîne les déversements d'eau usée et de matière fécale dans les caniveaux. Sur instruction de bâtisseurs de la nation, les occupants ont été mobilisés pour participer aux travaux d'assainissement de cet immeuble relevant du ministère de l'urbanisme et habitat. Il porte le nom de Flamboyant, mais derrière la façade, le décor l'est beaucoup moins. Dans cet immeuble appartenant au ministère de l'Urbanisme et Habitat, l'insalubrité s'est installée au fil des années jusqu'à faire partie du quotidien. Caniveaux complètement bouchés, eau usée stagnante, conduites défectueuses et déchets accumulés.
Dans les parties communes, l'humidité gagne le mur, par endroits ça sointe, et dehors, les odeurs racontent ce que les images ne montrent pas toujours. Mais le plus préoccupant se trouve sous terre. Le bâtiment ne dispose plus d'une fosse septique fonctionnelle. Faute d'installation adaptée, eau usée et matières fécales finissent leur course dans les caniveaux, pris sur l'espace public. Une situation devenue presque banale pour certains occupants, car à force de vivre avec l'insalubrité, on finit parfois par ne plus la voir. Mais ce lundi, à 4 heures du matin, le réveil est inhabituel. Les éléments de la task force encerclent l'immeuble. Les occupants sont sommés de descendre. Balais, pelle et bêche en main, chacun est mis à contribution. Il faut curer les caniveaux, évacuer les déchets, retirer les boues accumulées et nettoyer les alentours. Les hommes des Kassongo Kabrik sont fermes, il faut mettre fin au laisser-aller qui entretient l'insalubrité dans la capitale. Une action qui s'inscrit dans la détermination du commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à restaurer l'ordre, la salubrité et la discipline dans la ville de Kinshasa. Sur le terrain, la task force veut traduire cette volonté en acte et ici, nettoyer ne suffira pas. Une fosse septique doit être construite. La facture sera entièrement supportée par les occupants de l'immeuble. En tant que président de syndic de l'immeuble Flamboyant, je tenais tout d'abord à présenter nos excuses dans l'ensemble au task force et à son excellence monsieur le président de la République pour tous ces désagréments causés dans l'immeuble Flamboyant qui est un bien de l'État. À ce fait, nous nous engageons, l'immeuble Flamboyant, de prendre en charge, de s'occuper de canalisation, de l'entretien de l'immeuble, la salubrité, et que nous promettons qu'à l'avenir, il n'y aura pas ce genre de désagrément. Lélo, depuis 3 heures, tout le monde qui est présent, il y a service national na immeuble na biso, to sengi na mokonzi ya mboka, bolimbisi, alimbisa biso, yango to promettre ensemble biso comité ya immeuble Flamboyant, toko veiller à ce que mindo bosoto ezala susu na immeuble na biso te. Et Flamboyant pourrait n'être que le premier d'une longue liste. La task force annonce des inspections dans plusieurs immeubles publics comme privés. Absence de fosses septiques, canalisation raccordée directement au caniveau, eau usée rejetée sur la chaussée, dépôts sauvages d'immondices, sanitaires défectués ou encore évacuation obstruée. Les sources d'insalubrité seront recherchées désormais, bien au-delà de la voie publique. Car nettoyer une avenue ne sert à rien si quelques mètres plus loin, un immeuble continue d'y déverser des eaux usées. À l'immeuble Flamboyant ce lundi, les occupants ont dû nettoyer ce qu'ils ont côtoyé pendant longtemps. Une opération coup de poing. C'est par cet élément du national que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonnes conditions de programme sur Up Channel Télévision. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition.